sécuriser les données sensibles à l'ère de la transformation digitale. À mes côtés, Monsieur Eric Théodore, Sales Engineer chez Zscaler. Eh bien, écoutez, on est parti jusqu'à 11h45. Je vous souhaite vraiment une belle démo. 1, 2, micro, c'est bon. Bonjour à tous, donc Eric Théodore, je suis ingénieur avant-vente donc, chez Zscaler. On m'a confié la lourde tâche de vous parler de data protection, même plus en 30 minutes, donc en 20 minutes. Donc l'enjeu est assez important, vous l'aurez compris, et ambitieux. Technique, mais j'ai envie de dire, avant de parler de technique, il faut comprendre un petit peu de quoi on parle, et avant de parler de l'outillage, il faut aussi voir un peu les enjeux que les clients rencontrent. Et en introduction, je voudrais vous parler un petit peu de moi, ce que je rencontre et ce que mes clients me disent lorsque je vais leur demander tout simplement, c'est quoi pour vous une donnée sensible? Alors j'ai 3 réponses, les 3 sont valides, et je pense que vous allez vous reconnaître dans les réponses que je vais fournir. La première, c'est on n'en sait rien. La deuxième, c'est à vous de me le dire. Et la troisième, c'est, écoutez, on est en train d'essayer de faire de la classification, on responsabilise l'utilisateur, ils mettent des labels, mais on n'en sait trop rien en fin de compte de ce qu'ils font. On aimerait bien vérifier en fin de compte que ce qui est en place est bon. Comment vous pouvez nous aider? Donc vous voyez, il y a différents points de départ, et en fin de compte, quand on parle de data protection, il y a plein de sujets qui viennent à l'esprit des clients, et ça peut être un petit peu désordonné, où il y a plusieurs enjeux auxquels ils veulent répondre. Alors, bien sûr, on imagine tout de suite des risques de sécurité, des brèches qui peuvent être à un moment donné être survenues. Hein. On peut très bien aussi imaginer qu'il y a des problématiques de compliance qui peuvent se poser, ou des nouveaux projets de transformation du poste de travail qui arrivent. Donc, il y a plein de points de départ en fin de compte, et la discussion démarre de manière assez open avec le client. Et ce qu'ils veulent en fin de compte, c'est au-delà d'avoir de l'outillage, c'est d'avoir de la méthodologie. Donc moi, ce que je leur conseille de faire, c'est bien de réfléchir à se fabriquer un mantra. Vous voyez, la data protection, c'est pas le synonyme du DLP. Et bien souvent, l'erreur qui est faite par mes clients ou mes prospects, c'est de démarrer par le DLP, de vouloir faire de la classification tout de suite, et ils échouent parce que il y a trop de complexité. On peut pas faire du DLP nécessairement partout. Il y a une problématique de précision. Il y a une problématique de manpower qui se pose derrière pour pouvoir justement bien faire cette classification. Et donc, je vous parlais de mantra et d'enjeux. Les enjeux, c'est les suivants. C'est déjà de comprendre que le périmètre, le nouveau périmètre d'aujourd'hui, c'est la donnée. Et cette donnée, elle a un cycle de vie, de sa création jusqu'à sa destruction. Elle passe par les étapes de stockage, d'utilisation, etc. Et à chaque étape de ce cycle de vie de la donnée, vous allez rencontrer des risques. Et c'est ces risques-là qu'il faut vous identifier. C'est ces risques-là qu'il faut qu'en fin de compte, vous puissiez cartographier et voir quel est votre appétit de ce risque et par où on commence. D'accord ? Réponse assez générique que je peux moi rencontrer, c'est une réponse qui m'est faite là-dessus, qui me dit, bon, on a notre legacy, on a nos données, on sait qu'elles sont dans des applications, c'est pas forcément lesquelles. Il y a du shadow IT, des applications managées, il y a du on-premise. Voilà. On va essayer de faire abstraction de ça, on y reviendra après. Mais déjà, traitons le présent et le futur. Le présent et le futur, c'est le temps réel. D'accord ? C'est des applications qui sont dans le cloud public dans lequel vous allez envoyer vos données. C'est peut-être des applications on-premise, c'est le shadow IT. C'est ce qui part sur les périphériques de stockage amovibles. Donc, on parle de risques. Tous ces risques-là, ils sont associés à chacun de ces usages. Après, tout à l'heure, je vous en parlais également sur le DLP, il y a un enjeu de précision. Et ça va être important pour le choix de votre outillage. D'accord ? La précision, elle amène à quoi ? Elle amène peut-être à faire peu de faux positifs. D'accord ? C'est ça la difficulté de faire la data protection, c'est de pouvoir être précis dans ce qu'on analyse et réduire la masse de données qu'on doit confier à un humain pour faire son analyse, son forensique à la fin. Donc on arrive sur le 3e item, c'est le workflow. Voilà, comment on imbrique dans les outils, dans le process, la solution, et comment on va demander à un analyste derrière, avec sa team, avec le DPO, le CISO, les managers, le user lui-même l'impliqué dans l'analyse et la résolution des incidents qu'on va avoir en œuvre. Et donc j'en termine sur l'utilisateur en lui-même. L'utilisateur est fondamental. Si vous faites des politiques trop restrictives qui le bloquent, qui le punissent, qui l'empêchent d'utiliser ses applications et qui le cassent dans ses usages, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se plaindre, il va faire échouer votre projet, il va faire l'inverse de ce que vous voulez, c'est-à-dire contourner les moyens qui sont mis en œuvre. Donc c'est exactement l'effet inverse qu'on obtient. Donc tout ça pour en revenir, en fin de compte, vous l'aurez compris, à une solution qui doit répondre à tous les use cases. Et on va commencer à parler un petit peu de Zscaler et des use cases qu'on couvre. Donc tout à l'heure, je vous parlais du temps réel. Le temps réel, ça va être traité à travers des briques qui sont les briques de proxy next-gen, qui vont être le endpoint DLP, qui vont être le mail, d'accord ?
C'est par là, en fin de compte, que les clients commencent par nous demander par où faut-il commencer. Et ben, on leur dit, écoutez, regardons un petit peu, faisons la cartographie des applications, des datas, comment elles transitent, vers où elles partent. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se mettre en coupure avec Zscaler entre l'utilisateur et l'application. Deuxième vecteur, le poste de travail. Ce qui part en latéral dans les périphériques de stockage amovibles, ce qui part dans les network shares, ce qui part vers l'imprimante, ce qui part vers les applications certes pinées, c'est-à-dire des applications qui ne veulent pas se faire déchiffrer au niveau SSL. D'accord? Vecteur suivant, les applications, les données qui sont at rest, dans le cloud. C'est-à-dire chez Google, chez Office 365, Salesforce, Go. Toutes ces applications que vous avez choisies, qui sont aujourd'hui utilisées massivement par vos utilisateurs et qui font qu'à un moment donné, les données sont partagées avec des utilisateurs internes, externes et qui peuvent être à un moment donné surexposés et qu'il faut donc réguler. Ensuite, use case qui est assez peu connu des clients, c'est les risques qui sont horizontaux dans le cloud. C'est-à-dire, par exemple, avec votre écosystème Microsoft, vous pouvez très bien dire, je vais faire de la fédération d'identité avec des applications comme LinkedIn, comme une application de partage de PDF, et dire, c'est tellement facile de faire de l'OANT avec ces applications-là, je vais le mettre en œuvre. Le problème est qu'au-delà juste de partager de l'authentification, il y a un partage de données qui est fait et une surexposition. Et donc ça, il faut pouvoir reprendre le contrôle dessus. C'est un vecteur de fuite de données qui est assez massif. Le mail, on en a parlé. Et puis enfin, le dernier vecteur sur lequel il faut se concentrer, hein, enfin dans le mantra, je dirais, c'est donc le workflow, traiter les incidents, coordonner au niveau de l'équipe, s'adapter à l'organisation et impliquer tous les membres de l'équipe. C'est la 7e brique que propose Zscaler en termes de processing. Et donc, j'ai prévu pour vous quelques petites vidéos pour vous illustrer en fin de compte comment on pourrait faire cette implémentation-là, étape par étape. Il y a plus de vidéos que de temps. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à revenir sur notre stand après pour qu'on explore plus en détail les différentes capacités de la plateforme. Le premier que je vais vous montrer, donc, c'est la possibilité de faire du contrôle applicatif, donc c'est-à-dire du case inline avec Zscaler, qu'on appelle le Cloud Application Control. Donc là, on va se connecter sur la console, on va aller dans la partie proxy. Et dans cette partie proxy, il y a un onglet qui permet de faire du CASB inline. Et là, ce que vous avez à l'écran, c'est une politique, à titre d'exemple, qui traite différentes catégories d'applications cloud. On n'est pas dans du proxy classique, c'est pas de la catégorisation d'URL, c'est vraiment du file sharing, du social networking, des applications de cette nature-là qu'on va pouvoir mettre à votre disposition, qui sont renseignées dans une database qui est utilisable. Et donc, pour chacune de ces politiques-là, vous allez avoir un workflow de configuration avec beaucoup de critères que vous allez pouvoir leverager pour pouvoir fabriquer votre politique. Pourquoi beaucoup de critères? Parce que, encore une fois, il y a un enjeu de précision qui se pose. D'accord? Beaucoup de critères pour pouvoir définir avec précision exactement quelle est l'activité de l'utilisateur et pourquoi on voudrait bloquer spécifiquement, par exemple, un upload vers une application de cloud sharing, un WeTransfer, un file share Windows qui serait sain, lui on l'autoriserait, et ainsi de suite. Donc je progresse. Donc là, vous voyez, vous avez les critères que vous pouvez utiliser. Et en toute fin, en fin de compte, après avoir choisi l'application, là, en l'occurrence, on avait choisi Dropbox. Voilà. On va dire que Dropbox, on va pas forcément le bloquer parce que c'est peut-être l'ancienne application qui était validée par l'IT, mais on va notifier l'utilisateur. On va lui dire Dropbox, c'est plus l'application qui est validée par l'IT. On lui enverra une caution page. Après, d'autres exemples. Sur WeTransfer, on dira par exemple WeTransfer est autorisé dans la société uniquement pour le download, mais peut-être aussi en upload pour certains IT. On peut gérer des exceptions et travailler ça en termes de séquencement et d'ordonnancement des règles dans la politique. Je fais un petit time shift sur la présentation pour pas perdre trop de temps et puis je vais vous mettre ça en action. Donc là, on est sur un poste de travail utilisateur. On va télécharger une donnée. On voit que le download il a fonctionné. Hein, c'est WeTransfer, l'application en l'occurrence. Voilà. Et puis, on va faire l'exercice inverse, c'est-à-dire essayer de uploader une donnée dedans. Et vous allez voir que ça va bloquer. Petit time shift. Voilà, on renseigne le formulaire. On essaie d'uploader. Et là, c'est pas passé. Donc là, vous voyez, sur une application, au-delà juste de faire du filtrage d'URL, on est beaucoup plus fin. On est sur l'activité. On a fait de la data protection. Sans regarder ce que était la data en elle-même, on n'a pas fait de DLP, mais déjà, c'est déjà un bel effort de fait sur WeTransfer ou comme tout un tas d'autres d'applications Shadow IT qui font du partage de fichiers, on peut bloquer. Là, maintenant, on est sur Dropbox.
Dropbox, comme je vous disais, c'est une ancienne application qui a migré. Et donc, on conseille l'utilisateur de passer sur l'application métier qui est référencée. Mais il n'est pas bloqué, il peut continuer de l'utiliser s'il le souhaite pour un certain temps. Voilà. Après, c'est les logs. Les logs sont très riches, on génère beaucoup de métadonnées. Toutes les métadonnées, tous les champs que vous allez retrouver dans les logs, c'est autant de paramètres et de critères qui sont actionnables que vous pouvez bien entendu récupérer pour aller alimenter vos politiques, aller alimenter les SIEM, les ITSM, les SOAR & Co. Voilà. On va passer à la démo suivante, qui est la découverte du Shadow IT. Encore une fois, le paradigme n'est pas d'aller attaquer tout de suite le DLP, mais de réduire l'attaque surface. Et réduire la surface d'attaque, ça veut dire connaître les applications et les usages qui sont faits de ces applications-là. Donc là, de base, la solution permet d'aller cartographier juste en activant la redirection du trafic vers Zscaler. On va pouvoir voir les applications qui sont utilisées, mesurer les niveaux de risque, les volumes de données échangés, les utilisateurs qui les utilisent. Et au quotidien, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'il faut regarder ce report. Il faut trier, faire remonter les risques, faire remonter les volumes de données qui sont échangés et piloter ce risque-là en disant, bah voilà, pour des applications qui seraient mal notées par Zscaler, avec un niveau de risque assez élevé, on va dire sur une échelle de 5, 4 et 5, on va s'y intéresser. On va dire pourquoi il y a ces usages, pourquoi il y a tant de volume de données. Est-ce que c'est un événement ponctuel ou c'est quelque chose de récurrent? Peut-être que c'est un usage qui est légitime, peut-être que c'était une application qu'on avait l'habitude d'utiliser. Peut-être qu'il faut simplement expliquer à l'utilisateur qu'il y a une fonction export dans Word pour faire du PDF export. C'est pas utile d'utiliser PDF converteur. Voilà, donc là vous pouvez faire des filtres, c'est ce qu'on vous montre à l'écran, et faire remonter ces niveaux de risque. J'avance un petit peu. Et là, en fin de compte, sur l'application que je vous montre à l'écran, on voit que la note est pas bonne. La note, elle est de 4 sur 5, donc c'est plutôt pas bon. Et il y a différentes raisons qui font que cette application est pas bonne. Donc là, on a une équipe de chercheurs chez Zscaler qui s'est occupée de cartographier cette application-là et qui vous indique un certain nombre de critères de risque qui font que vous ne devriez peut-être pas choisir cette appli-là. Ça peut être tout un tas de paramètres. Ça peut être l'application qui, à un moment donné, a été pawnée. Ça peut être parce que les données, vous en perdez la propriété intellectuelle quand vous l'utilisez. Ça peut être parce que les méthodes de chiffrement de disques qui sont employées sont trop faibles. Tout un tas de paramètres que vous pouvez utiliser et actionner après dans les politiques pour gérer votre propre vision du risque. Donc là, on avance un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez, on fait un filtrage sur les utilisateurs pour faire remonter les niveaux de risque et s'intéresser aux applications. Et dans la suite de la presse, voilà, on va vous montrer un exemple sur LinkedIn qui est un use case assez peu connu des gens. C'est la surexposition, en fin de compte, des données de cloud à cloud. Donc là, LinkedIn, pour le coup, c'est pas une application qui est très mal notée, elle est plutôt moyenne. On pourrait s'intéresser de savoir pourquoi c'est 3 et pas 2 ou pas 4. Mais là, en l'occurrence, ce que je veux vous montrer, c'est les fuites de données qui peuvent survenir entre LinkedIn et puis un outil de fédération d'identité, un Okta, un IDP, Google ou Azure AD, peu importe. Donc là, dans le workflow, on voit voilà, la note qui est de 3. Et on va aller explorer plus bas ce qui s'appelle la third party integration. Voilà. Et là, on voit quoi? Pause. On voit qu'on a un utilisateur qui a fait du social login et qui a connecté avec plusieurs IDP. Donc là, pour l'exemple, il y en a 3. Et dans le lot, il y en a un, vous voyez, il y a un niveau de risque qui a été remonté, qui a un niveau de permission qui est trop élevé, qui est high, qui est avec Google. Donc là, on va aller regarder ce qui se passe. Et là, on vous dit que, en gros, il y a plein d'informations des PII qui a été partagé avec Google, de cloud à cloud, avec LinkedIn. Donc là, en voyant ça, vous voyez, on comprend un peu mieux comment LinkedIn arrive à récupérer de l'information et à alimenter sa base de données. C'est des gens qui cliquent sur le bouton social login. Les informations, elles sont échangées de cette façon-là. Donc ça, c'est à regarder, c'est à creuser. Et après, on peut aller explorer plus loin. Il y a une application qui s'appelle AppTotal, qu'on vend également, qui vous permet de cartographier de manière plus fine justement les niveaux de permission et les niveaux de risque associés à ce code-là. On va passer sur la démo suivante, pour aller vite, qui est la partie classification. Donc là, on est vraiment dans le DLP. D'accord? À la question qui m'est posée, que je vous disais tout à l'heure, dites-moi ce que c'est qu'une donnée sensible pour mon organisation. Donc là, il y a une problématique de classification qui se pose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir y répondre à cette question. De base, sans rien faire, comme pour la partie Shadow IT, on fait de la classification automatique avec de l'IA et du machine learning. Donc, il suffit, encore une fois, de nous envoyer le trafic et on va l'analyser et on va regarder avec l'IA et le ML, quelles sont les données qui sont échangées, leur trajectoire et les utilisateurs qui l'utilisent.
Voilà, on vous donne une représentation graphique avec les niveaux de risque, l'usage dans le temps et dans l'espace. Vous voyez, là, on peut voir si c'est utilisé avec des applications métiers ou non. Là, le moteur qui est utilisé en l'occurrence, c'est le machine learning. Voilà. Et puis ensuite, quel est le mouvement de la donnée? Vers en téléchargement ou en upload. Là, ce qui va être intéressant de voir après, c'est le drill down qu'on peut faire en cliquant sur l'un de ces graphiques. Donc là, vous voyez, vous avez les différents types de données qui ont été classifiées. Et là, voilà, on a fait un drill down à partir de là. On fait réapparaître différemment la vue. On l'a de gauche à droite. La lecture, elle se fait donc avec le dictionnaire qui a été leveragé, plus l'application. L'application, on voit qu'elle est à risque, et l'utilisateur qui l'a employé. Donc ça, vous pouvez évidemment le filtrer, l'affiner et voir exactement avec précision quels sont les mouvements de données qui sont faits sans rien faire. De base, avec la solution, on répond à la question, c'est quoi une donnée sensible pour l'organisation et comment elle est utilisée. Au-delà de ça, si vous voulez aller plus loin, c'est ce que généralement les clients font après, c'est qu'ils commencent à utiliser leur propre dictionnaire. Et donc, on a tout l'outillage qui permet de le faire. Voilà, vous avez maintenant une vue sur les dictionnaires et les engines. Donc, un dictionnaire, c'est quoi? Un dictionnaire, ça peut être une liste de mots-clés, ça peut être des regex, ça peut être de l'exact data match, c'est-à-dire en gros on va parser pour vous des documents pour en faire un extract avec des haches et dire voilà, on est certain que quand on voit passer ces documents-là avec des critères de proximité, c'est sûr qu'il y a un positif. Ça peut être de l'indexation de documents également. Et tout ça combiné dans des engines avec des opérateurs binaires et qui vous permettent de dire voilà, tous les numéros de sécurité sociale, je les consomme. Je consomme ceux aussi que j'ai pu moi-même indexer dans un engine. Et puis après, vous allez après utiliser ces engines-là dans vos politiques, qu'elles soient inline CASB, inline DLP de manière classique, dans le endpoint DLP, dans le mail et tout autre vecteur dans lequel, en fin de compte, on sera en capacité d'analyser la donnée. Vous voyez, là, c'est le workflow qu'on vous montre avec la possibilité de faire de la regex s'il le faut, des mots-clés. Et je vais avancer un petit peu. Voilà, pour vous montrer. Voilà, ça, c'est la partie engine qui vous permet de travailler sur toutes ces briques de base fondamentales que vous allez pouvoir imbriquer avec des opérateurs pour pouvoir justement détecter de la donnée. Démo suivante, Microsoft Office 365. Donc, c'est un use case qui me tient à cœur parce que déjà, pour commencer, il y a un mythe qu'il faut briser, c'est le déchiffrement de Microsoft. Beaucoup de clients pensent encore que vous perdez la compatibilité et le support de Microsoft si vous déchiffrez le flux de Microsoft. C'est faux. C'est faux. D'ailleurs, Microsoft publie lui-même des catégories d'URL sur lesquelles vous pouvez appliquer le déchiffrement. On les maintient, on les maintient pour vous. On a beaucoup de clients Zscaler qui appliquent le déchiffrement de Microsoft et c'est très important de le faire parce que une grande partie des données qui partent au cloud, elles sont aujourd'hui dans ces écosystèmes-là. Office, Google, etc. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir voir le trafic qui part dans vos instances corporate, mais aussi à destination des instances shadow. Et donc, pouvoir avoir des politiques de régulation qui se mettent en conséquence. Donc là, vous voyez, Policy, on a imaginé un use case dans lequel on a une instance corporate de Microsoft, on a également une instance partenaire, un partenaire de Monétique par exemple, et puis après, il peut y avoir d'autres instances, les instances personnelles, etc. Et on va pouvoir traiter de manière différenciée comment la donnée, elle part dans ces différentes instances-là. Est-ce que je bloque tout le temps? Est-ce que j'autorise? Est-ce que je conditionne avec un profil DLP, etc. Donc je fais un shift très rapide vers l'avant, voilà, sur mon environnement de démo. Et là, vous voyez, vous avez 3 browsers qui sont ouverts au-dessus, un corporate à gauche, au milieu un partenaire et à droite un personnel. Et on va envoyer dedans de la donnée. De la donnée qui peut être de la donnée générique. Ça peut être un PDF classique, ça peut être un exe, ça peut être des numéros de carte bleue. Alors le partenaire de Monétique, comme l'instance corporate vont accepter de recevoir ces fichiers de carte bleue, mais quand vous allez vouloir l'envoyer dans l'instance personnelle, ça ne passera pas, on va bloquer. Et on va notifier l'utilisateur, on va lui envoyer un pop-up et on va lui dire « Vous n'avez pas le droit d'envoyer de la donnée sensible parce qu'elle est classifiée de telle façon dans votre instance personnelle. » Et là, on traite soit un misuse, soit une tentative d'exfiltration de données. Donc on y arrive. Le numéro de carte bleue, il va partir dans l'instance à droite, là. Donc on le fait dans les 3. Donc les 2 premiers vont passer. Et le 3e, ça va bloquer. Alors au passage, quand on fait ça également sur le CASB en mode API,
on laisse une pierre tombale, c'est-à-dire qu'on enlève le fichier du partage et on laisse un PDF pour indiquer à l'utilisateur que le fichier a été retiré parce qu'il posait un risque en termes de données. Au niveau du temps ? Et on a encore 3 minutes. Si vous 3 voulez. minutes. Oui, alors. Bon, très bien. Je vais en arriver à la conclusion, je pense, à ce moment-là. Il resterait beaucoup de sujets à couvrir. Le mail, le CASB par API, bien sûr, la partie workflow qui est très essentielle. Mais de manière générale, pour conclure, et je resterai sur ce slide-là, c'est tous les vecteurs et tous les topics qu'on couvre aujourd'hui chez Zscaler pour gérer cet aspect protection de la donnée. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On vous accueillera et on vous présentera plus en détail ce qui est les use cases qu'on pourrait couvrir avec vous. Et puis, comme il reste un peu de temps, je vais prendre les questions s'il y en a. Bonjour, sur la partie détection, là on est sur de l'analyse, j'allais dire textuelle. Est-ce que vous savez identifier un numéro de carte d'identité scannée Oui. dans une photo? Enfin, vous voyez Oui. Voilà. Défaut de temps, mais dans la démo que j'avais, il y avait également de l'OCR. Vous voyez, on peut très bien dire et en faire de l'agrégation de dire, l'utilisateur il a tenté d'exfiltrer un PDF avec des numéros de carte bleue dedans ou n'importe quel type de données. Il voit qu'il n'y arrive pas, il fait une capture d'écran et il essaie de pousser la capture d'écran. Donc même nous, on reconnaît donc avec de l'OCR que c'est le même fichier et on va en plus faire de l'agrégation. Pour nous, c'est le même incident. Vous voyez, donc on agrège après dans le workflow pour dire on a deux fois la même occurrence de la même violation avec 2 tentatives différentes par 2 vecteurs. Voilà le genre de choses qu'il faut regarder, vous voyez, par exemple.